Tiens, et si les politiques économiques étaient entrées en terre inconnue, c'est le point de vue de Jean-Marc Vittori, Les Échos. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Bon, jusqu'à présent, chacune avait son rôle entre la politique budgétaire, donc les États, les gouvernements, et les politiques monétaires et maintenant des banques centrales. C'était très clair, politique monétaire c'était pour lutter contre l'inflation et la politique budgétaire contre la récession. C'était comme ça pendant très longtemps. C'était comme ça pendant très longtemps, c'est ce que j'ai appris à l'école, c'est ce qui a été théorisé à partir des années 1980 avec des banques centrales indépendantes pour pouvoir vraiment lutter contre l'inflation, même si ça embête les gouvernements d'avoir des mesures qui pèsent sur l'activité économique. Et puis le côté budgétaire qui était évidemment du côté politique, ça n'est pas étonnant. C'est pour ça qu'on a créé le système parlementaire, c'est pour contrôler le budget, donc ça reste vraiment l'apanage du politique. Donc deux piliers de la politique qui collaborent plus ou moins bien ensemble, mais qui fonctionnaient chacun de leur côté. Et puis les choses ont commencé à changer avec la crise financière de 2008, et puis ça s'est accentué avec la crise sanitaire de 2020, où là, la politique monétaire a été sollicitée pour financer de la dépense publique. Alors pas directement, mais presque. L'essentiel de l'accroissement de la dette publique en 2020-2021 en Europe, mais aussi aux États-Unis, a été absorbé par les banques centrales. Et donc, on a eu un premier changement. Et maintenant, on a un deuxième changement. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Parce qu'avec l'inflation à 10%, Jean-Marc, avec cette inflation, encore une fois, 9,9%, il faut être précis, en mois de septembre en zone euro, oui. On peut dire que tout a volé en éclats ? Je ne sais pas si tout a volé en éclats, mais clairement cette répartition des rôles entre politique budgétaire et politique monétaire est complètement différente de la façon dont on l'a conçue, dont on l'a organisée, mais aussi pensée ces dernières décennies. Donc la politique monétaire a financé de la dépense publique pendant la crise sanitaire, et là, face à la crise militaire et énergétique qui vont ensemble, eh bien, c'est la politique budgétaire qui lutte contre l'inflation, ce qui est même quelque chose absolument extraordinaire. D'après les calculs de l'assureur Allianz, les dépenses pour contrer l'inflation les effets en de Europe, pour absorber l'impact de cette inflation sur les ménages. Oui, se monte à 3% du PIB. Et il y en a une partie qui freine l'inflation en Europe, en France en particulier, le bouclier sur les prix de l'énergie, eh bien, il empêche les prix de l'énergie d'augmenter et donc ça freine l'inflation. L'inflation est sensiblement inférieure en France à ce qu'elle est dans la zone euro et en large partie parce qu'il y a cette dépense publique pour contenir la hausse des prix. Et les banques centrales, écrivez-vous aujourd'hui, à lire évidemment dans les Échos du jour, votre chronique, les banques centrales sont mal armées pour lutter contre cette inflation qui est une inflation, on le sait bien, qui vient de l'extérieur. Je crois que c'est 70% de l'inflation en zone euro qui vient notamment de l'énergie et de l'alimentation. Bon, l'alimentation, c'est pas l'extérieur, vous me direz. Mais en partie aussi, puisque nous importons certains produits alimentaires clés et au-delà, avant, des engrais, toute une série de produits dont on a besoin pour l'agriculture et qui aussi sont importés. Donc, oui, bien sûr, on a une inflation qui vient beaucoup de l'extérieur et face à une inflation de cette nature, une hausse des taux d'intérêt même très forte a une prise très limitée. Il faudrait vraiment casser très brutalement la demande pour que les prix ralentissent, voire diminuent en ce qui concerne l'énergie. Et donc, les banques centrales n'ont pas très envie de faire ça pour l'instant. On se souvient, au début des années 1980, la Réserve fédérale des États-Unis avait monté son taux d'intérêt à 20% alors qu'il y avait une inflation à 15%. Au début des années 1990, quand il y avait une vague d'inflation en Allemagne engendrée par la réunification, on avait aussi des taux d'intérêt qui étaient supérieurs de plusieurs points au taux d'inflation. Aujourd'hui, ça nous amènerait à des taux qui seraient... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on fait ça ? Si vraiment il y a cette ambition de casser l'inflation et s'il faut emmener les taux directeurs au-delà ou les taux d'intérêt au-delà, à deux chiffres, au-delà de l'inflation
aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passerait? Parce qu'on n'est plus dans le même monde. Il n'y a plus le même niveau de dette aujourd'hui un peu partout, hein. Alors, il y a deux impacts immédiats. Le premier, ça sera de casser la demande de manière extrêmement violente, donc de provoquer une récession profonde, et au risque de mettre en cause le rôle des banques centrales de manière extrêmement virulente. Le débat a commencé dans les médias et dans la communauté académique sur le rôle des banques centrales face à ce type d'inflation. Et puis la seconde chose, c'est évidemment, vous l'avez cité, une crise financière majeure. Parce que on a une montagne de dette qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu lors des précédentes vagues d'inflation au début des années 90 en Allemagne et au début des années 80 aux États-Unis. Donc si on a une hausse très violente des taux d'intérêt, ça devient très compliqué pour les États et aussi très compliqué pour tous les pays où les ménages sont endettés à taux variable. Alors on a un peu de mal à imaginer ça en France parce qu'en France, la quasi-totalité des emprunteurs immobiliers sont endettés à taux fixe, mais ça n'est pas la règle générale, c'est une exception. En Espagne, par exemple, il reste une très forte proportion de ménages qui sont endettés à taux variable. Si les taux d'intérêt montent brutalement, ça va faire une morsure sur le pouvoir d'achat qui va être absolument insupportable. Bon, il y a ce plan de soutien, il faut en parler aussi, allemand, de 200 milliards d'euros qui a fait beaucoup causer et jaser, très critiqué, à juste titre ou pas? Ils ont le droit aussi de mettre de l'argent, ils en ont plus les moyens que nous pour défendre leurs entreprises et les ménages, non? Alors, ils ont le droit de le faire. Ça va C'est pas poser très concerté, mais ça va poser des problèmes de concurrence. Ça va accroître encore les déséquilibres entre pays de la zone euro. Mais quand vous prenez la situation du côté allemand, le point de vue est évidemment très différent. D'abord, il prévoit un choc violent sur l'activité et sur les entreprises. Donc, ils veulent venir au secours non seulement des ménages des particuliers comme on le fait en France, mais aussi au secours des entreprises, en particulier de l'industrie, qui est particulièrement impactée par un choc énergétique. Et donc, ils mettent qui pèse 2 fois plus dans l'économie que chez nous, hein. Oui, plus de 2 fois plus, et ça fait un choc. Et alors on dit 200 milliards, c'est absolument colossal, etc. La France, elle met 50 milliards seulement sur 2023, avec pratiquement rien pour les entreprises, et donc on prépare un gros paquet pour les entreprises. 10 milliards, nous dit ce matin Bruno Le Maire, hein. Oui, 10 milliards aujourd'hui, mais je prends mon billet que dans 6 mois, on en sera à des montants qui seront sensiblement supérieurs. Donc disons même 20 milliards. Le plan allemand, c'est 200 milliards sur 2 ans. Le plan français, c'est 50 milliards sur 1 an, auquel on rajoute 20 milliards, ça fait 70. Fois 2, parce qu'il y a 2024 ensuite, qui va être aussi très compliqué. Donc ça fait 140 milliards. 140 milliards comparé à 200 milliards, si vous prenez les cartes population, on est dans des chiffres qui sont en fait assez comparables. Donc, dans tout le procès qu'on fait à l'Allemagne, il y a aussi une partie de mauvaise foi actuellement. On se dit quoi alors pour conclure? Politique monétaire et budgétaire sont en terre inconnue aujourd'hui avec des frontières beaucoup plus poreuses que par le passé? Oui, et on revient d'une certaine manière à des systèmes antérieurs où on avait une connexion beaucoup plus forte entre l'une et l'autre. Et puis derrière aussi des inquiétudes, c'est-à-dire qu'il devient très facile d'imaginer des scénarios catastrophiques. Et en même temps, depuis 15 ans, il est très facile d'imaginer des scénarios catastrophiques. Et même si tout n'a pas été pour le mieux dans le meilleur des mondes, on a même évité des catastrophes économiques, à défaut d'éviter des catastrophes sanitaires. Et donc, le pessimisme n'est pas toujours le meilleur guide d'action. Pardon, je pense un truc, Jean-Marc. Quand la politique budgétaire soutient l'activité parce qu'il faut lutter contre l'impact de l'inflation, en soutenant l'activité avec des boucliers entreprises en Allemagne ou pour les particuliers en France, ça soutient la demande, donc ça soutient l'inflation, ça met aussi dans l'embarras la Banque centrale qui est là pour lutter contre. C'est là où c'est difficile d'être concerté. C'est évidemment délirant. Le FMI l'a bien relevé dans son rapport annuel, en disant attention, il ne faut pas que les politiques budgétaires luttent contre la politique monétaire, parce que sinon ça va inciter la politique monétaire à en faire encore plus. Ouais. Donc oui, dans cette inversion des rôles, il y a quelque chose d'absolument délirant. Quand la politique budgétaire lutte contre l'inflation, premièrement, elle accroît la dette publique de manière significative, et deuxièmement, elle pèse sur la réduction de l'inflation. Enfin, elle
pousse d'une certaine manière les prix dans l'inflation. Et donc, évidemment, c'est une situation qui est délirante, mais qui n'a jamais été pensée. Il n'y a aucun modèle économique, aucun économiste qui a jamais prôné ce qu'on fait actuellement. Donc on ne sait pas comment l'histoire se termine, hein, même si elle n'est Oui, pas on ne sait écrite. absolument pas comment l'histoire se termine. C'est pour ça qu'il faut parler effectivement de terrae incognita, voire au pluriel, de terrae incognitae. Voilà, les terres inconnues. À chroniquer au quotidien et à lire évidemment Jean-Marc Vittori dans les Échos du jour. Merci Jean-Marc. Merci, au revoir. Salut.